Bonsoir. Et d'abord ce drame. Hier soir, les faits se sont déroulés vers 19h30, 19h50, près de la Grande Borne, à Grigny. Un homme a tenté d'échapper à pied à un contrôle de police. Il traverse une rue très fréquentée et se fait alors renverser par plusieurs véhicules de particuliers. Malgré l'intervention des pompiers, il est décédé peu de temps après l'accident. Maxime Lemaine nous en dit un petit peu plus sur ce tragique événement. Un jeune homme de 24 ans habitant Sainte-Geneviève-des-Bois n'ayant jamais fait l'objet d'une interpellation particulière excepté quelques mains courantes pour tapage nocturne. Le procureur n'a pas souhaité en dire plus sur l'identité de la victime, la famille n'ayant pas encore été informée du drame qui s'est joué hier à Grigny. Rappel des faits, 4 fonctionnaires du commissariat de Juvisy patrouillent dans le secteur de la Grande Borne. Leur attention se porte alors sur un individu qu'ils suspectent de chercher à se fournir en produits stupéfiants. Les policiers décident de procéder à son interpellation, d'autant plus que l'individu vient de jeter des pochons remplis de ce qui s'avérera être de la résine de cannabis dans un buisson. Le contrôle se déroule sans accroc et les policiers décident de ramener le suspect au poste, mais ils ne le menottent pas et c'est alors qu'il prend la fuite. Mais pourquoi ne pas l'avoir menotté? Je crois simplement que les fonctionnaires de police adaptent leurs gestes aux situations face auxquelles ils se trouvent, selon la nature des contrôles que l'on fait, des personnes face auxquelles on se trouve, on décide d'intervenir avec une coercition ou sans coercition. Les collègues ont fait exactement ce qu'il y avait à faire. Lorsque la personne est incriminée pour des faits, semble-t-il, pas trop graves, pour lui éviter de se retrouver notamment en garde à vue, on évite la coercition. Au moment où l'individu traverse la nationale, il est percuté par un premier véhicule qui le projette de l'autre côté de la voie de circulation. Et là, d'autres véhicules le percutent à nouveau. Le jeune homme trouve finalement la mort. Suite à cet événement, aucun mouvement de violence n'a été signalé hier dans le quartier. Concernant les suites judiciaires à donner à cette affaire, la sûreté départementale se chargera d'enquêter pour éviter que les services de police de Juvisy soient à la fois partie prenante dans l'affaire et enquêteurs. Les sages-femmes, à présent de plus en plus sollicitées depuis la mise en place d'un programme d'accompagnement de retour à domicile pour permettre aux jeunes mamans de rentrer plus vite chez elles. Les sages-femmes qui sont donc dans l'obligation de faire des visites à domicile. Un programme qui permet de libérer des lits dans les maternités et la Caisse d'assurance maladie vient de féliciter le département de l'Essonne qui détient le plus haut taux de réussite au niveau national. Aurélie Colombel. Davantage de sages-femmes en Essonne et toujours plus de demandes. En 15 années, elles sont passées de 10 à 72. 7 nouvelles se sont installées dans le département les 6 derniers mois et leur agenda ne désemplit pas. Une profession d'avenir à qui l'on demande de prendre de plus en plus de soins en charge. La présidente de l'association des sages-femmes de l'Essonne l'explique. Les sages-femmes sont demandées sur le terrain de plus en plus souvent. On a vraiment eu une évolution ces dernières années en notre faveur. Nous suivons les grossesses depuis la déclaration de grossesse que nous pouvons effectuer. Les suivis à domicile organisés par le Prado qui sont nouveaux depuis 6 mois. Le suivi gynécologique de ville de toute femme bien portante sans pathologie sont les grandes évolutions de ces dernières années. Depuis quelques mois, les sages-femmes s'occupent du suivi des femmes qui rentrent de maternité sans pathologie particulière. Un surcroît d'activité ressenti dans ce centre médical. Pour répondre à la demande, une 3e sage-femme vient d'ouvrir son cabinet. Il y a maintenant 7 ans que Ilan Halimi, un jeune homme de 25 ans, était retrouvé agonisant tout près d'une voie ferrée de Sainte-Geneviève-des-Bois. Un jeune homme séquestré, torturé par des individus l'ayant choisi parce que juif et prétendument riche. Chaque année, la ville organise une petite cérémonie. Et ce matin, le président du Conseil général, sur place, a annoncé la création d'un prix Ilan Halimi contre l'antisémitisme. J'ai souhaité, avec le Conseil général de l'Essonne, créer un prix Ilan Halimi contre l'antisémitisme pour récompenser toutes les initiatives, qu'elles soient associatives, culturelles, en matière de recherche universitaire ou de travaux scolaires, destinées à lutter contre l'antisémitisme. Parce qu'on voit bien que si on se résigne, eh ben, au bout du bout, il tue. Alors, il y a parfois des tweets antisémites sur Twitter, il y a parfois des paroles lâchées ici ou là, mais au final, il y a des jeunes gens qui sont morts en France ces dernières années parce qu'ils étaient juifs. Et donc il faut déconstruire les stéréotypes. C'est le sens de ce prix Ilan Halimi contre l'antisémitisme, parce que la République, c'est celle de toutes et de tous.
Images et témoignages recueillis par David Kircher. Un appel du Secours catholique à présent en faveur des Roms du département. L'institution s'alarme d'un certain nombre de tensions de ces derniers temps autour de cette population et se dit très préoccupée par le retour des beaux jours et par conséquent les probables expulsions à dater du 15 mars prochain. Cela concerne, affirme-t-on, plus de 1000 personnes qui s'apprêtent à se déplacer en Essonne de bidonville en bidonville. L'institution qui évoque, je cite, une véritable catastrophe humanitaire annoncée. Alors qu'aujourd'hui, la Cour des comptes pointe du doigt la capacité du gouvernement à atteindre les 3% du déficit public promis à la fin de l'année 2013, Didier Migaud, le premier président de l'organisme, encourage les collectivités territoriales à rapidement faire des économies. En Essonne, la Cour des comptes épingle une absurdité. 2 stations d'épuration se trouvent à quelques mètres l'une de l'autre et fonctionnent séparément avec des budgets bien distincts. Aurélie Colombel. C'est sur le même site que se trouve la station d'épuration de Corbeil-Essonnes et celle d'Évry. La première, gérée par le SIARS, se trouve à la sortie de la Francilienne, sur les bords de la Seine. Pour se rendre à celle de la communauté de communes d'Évry-Centre-Essonnes, il suffit juste de continuer la route. C'est un fait historique. Quand la ville de Corbeil a commencé à grossir après la Deuxième Guerre mondiale, elle a constitué avec les communes voisines un syndicat qui s'appelle le SIARS, et a construit une station d'épuration à Corbeil. Et quand la ville nouvelle d'Évry s'est construite, elle a décidé de faire une nouvelle station d'épuration. Voilà donc plus de 30 ans que les eaux usées sont traitées dans 2 stations voisines. Là où les dépenses ont été les plus absurdes selon la Cour des comptes, c'est lors des rénovations des 2 stations dans les années 90 pour s'ajuster aux normes. Ce seraient 10 millions d'euros qui auraient été dépensés. Je pense qu'il y a eu, je crois savoir qu'il y a eu à l'époque des concertations mais qui n'ont pas pu aboutir. Il est bien évident que cette situation n'est pas la plus performante qui puisse être imaginée et on peut penser qu'à terme, il y aura des solutions pour réunifier ces 2 installations pour avoir des économies d'échelle. Aujourd'hui, c'est donc la rivalité entre le SIARS et Évry-Centre-Essonnes qui semble dominer. Un projet de fusion serait bien moins coûteux et pour l'Essonne et pour les Essonniens, comme le souligne la Cour des comptes. Reportage en fait signé Audrey Coll. On reparle des radars pédagogiques, peut-être en passe de revenir systématiquement se positionner en amont des radars fixes. Ça fait suite à de grandes discussions entre associations de conducteurs et représentants du gouvernement. Il va falloir trancher, mais qu'en pensent les Essonniens? La remise en place, ils avaient été enlevés. J'ai plus que 6 points, donc je trouve que c'est pas mal. Ouais. De toute façon, les gens, avec ou sans panneau, ils savent où ils sont, donc ça sert à rien. Voilà. Parce que déjà, ça nous annonce une éventuelle amende. On respecte, enfin moi je respecte, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu galère de se faire flasher pour 1 ou 2 km/h au-dessus de la normale, quoi. J'aime pas être piégé, donc je suis content qu'ils les remettent. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose non plus. Mieux ça que rien. Ça va être une bonne chose. Après, est-ce que les gens vont pas continuer à faire accélérer après le radar automobile? Je sais pas. Je vous cache pas que c'est un peu plus les radars qui sont mis au niveau des feux maintenant qui m'inquiètent. Oui, je trouve ça bien. Ça fait ralentir les gens, donc je trouve ça très bien. C'est bien, comme ça on est informé. Je pense que c'est bien. Bon, je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée. Ça permettrait de faire des économies en ces temps où on est taxé de partout. Un peu moins, ça serait aussi bien. Et puis une initiative de Jean-Vincent Placé qui devrait rapporter 26,5 millions d'euros chaque année si cela se concrétise. Le sénateur essonnien propose l'instauration d'un impôt environnemental à la charge des fabricants de tabac, 1 centime par paquet de cigarettes. Selon lui, ce sont chaque année quelques 70 milliards de mégots qui sont ainsi jetés dans la nature en France. Jean-Vincent Placé qui a déposé une proposition de loi. Fin des infos. Merci de nous avoir suivis.